Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui ressemble un peu à une fissure dans un mur porteur. Cette puissance commerciale américaine qu'on pensait indestructible, est-ce qu'elle est vraiment en train de se déliter? Bonjour. Oui, c'est une excellente question et l'analyse qu'on a sous les yeux est passionnante pour ça. Elle va bien au-delà des gros titres sur les guerres commerciales. Ce qu'elle propose en fait, c'est une grille de lecture. Une grille de lecture pour voir la mécanique profonde de ce qui se passe. Exactement. Pour comprendre si ce qu'on observe est un simple accident de parcours ou l'aboutissement logique d'un système qui arrive en bout de course. Notre mission donc, comprendre si on assiste vraiment à la fin d'une époque. C'est ça. On va voir ensemble comment cet ordre mondial qui semblait gravé dans le marbre est en pleine recomposition. Alors, pour comprendre ce qui se fissure, il faut peut-être commencer par le mur d'origine. Le texte décrit l'ancien système comme une sorte de pacte. Déballons un peu ça. C'était quoi au juste pacte? Alors, ce n'était pas du tout un accord formel, et c'est ça qui était assez génial dans le concept. C'était un pacte tacite. Tacite, mais efficace? Incroyablement efficace. Le deal était simple. En gros, les États-Unis disaient au reste du monde, « Regardez, on a le plus grand marché de consommateurs au monde, le plus riche, on vous l'ouvre. Venez vendre chez nous. » Voilà. En échange, vous jouez selon nos règles. Et ces règles, attention, ce n'étaient pas que des règles commerciales. C'était des standards technologiques, des normes financières. Et au final, un alignement politique. Et un alignement sur les priorités géopolitiques de Washington. Le texte parle d'une ingénierie économique soigneusement huilée. L'expression elle est forte. Ça sonne presque un peu manipulateur, non? C'est toute l'ambiguïté du système. Sur le papier, tout le monde était gagnant. Des pays comme l'Allemagne, le Japon et plus tard la Chine ont connu une croissance spectaculaire grâce à leurs exportations. Les multinationales américaines, elles, optimisaient leurs coûts. Et Washington gagnait en influence. Voilà. Mais, et c'est le point clé de l'analyse, le texte utilise une formule qui résume parfaitement le vice caché du système. Ce modèle a produit des gagnants visibles et des dépendances invisibles. Je l'ai noté, celle-là. exactement. C'est ça. Les gagnants visibles, c'était la croissance, les produits pas chers pour les consommateurs américains. Tout le monde voyait ça. D'accord, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Précisément. Mais personne ne regardait les dépendances invisibles. Cette interconnexion extrême où tout le monde dépendait du même et unique système. Et le texte a une autre formule géniale pour ça. Ces dépendances, on les a souvent confondues avec de la stabilité. Ah oui, c'est subtil ça. Le système fonctionne, donc il est stable. C'était ça l'idée. C'était l'illusion parfaite. Et j'imagine qu'à un moment, quelqu'un arrive, donne un grand coup de marteau sur la fissure. C'est là qu'interviennent les fameux droits de douane de 2025. Voilà. Et le texte est très clair là-dessus. Les droits de douane n'ont pas créé le problème. Ils sont décrits comme un révélateur brutal. Le coup de marteau. C'est le coup de marteau qui a fait que, soudain, tout le monde a regardé le mur et a vu les fissures. Cette dépendance invisible est devenue un risque très très visible. Et coûteux. L'outil lui-même a changé de nature, en fait. Totalement. Avant, les droits de douane, c'était un scalpel. On l'utilisait de manière chirurgicale, sur des litiges précis. Là, c'est devenu une arme lourde. Une sorte de bombardement généralisé. Un bombardement de tapis sur l'ensemble du système, oui. Et une arme lourde, ça a forcément des dommages collatéraux. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Ça ne touche pas que les États ou les entreprises. Et ça, c'est un point absolument central de l'analyse. Une taxe généralisée sur les importations, ça se répercute quasi automatiquement sur les prix à la consommation. Et là, la géopolitique, elle quitte les salons feutrés de Washington pour atterrir directement dans le caddie du supermarché. Le texte parle d'une pédagogie par le portefeuille. C'est très parlant. C'est ça. Quand le prix de votre téléphone, de vos baskets augmente à cause d'une décision politique, l'attention internationale devient tout à tout très concrète. Et ça, pour un électeur, ça laisse rarement un bon souvenir. Absolument. L'arme lourde frappe donc non seulement les partenaires, mais aussi le consommateur national. Face à ça, j'imagine que la réaction des autres pays a été immédiate. On ne peut pas rester les bras croisés à attendre que ça passe, si. Non, bien sûr. Et c'est la nature de leur réaction qui est fascinante. Il n'y a pas eu de grande déclaration de guerre commerciale. Pas de bloc anti-américain qui s'est formé d'un coup. C'était plus subtil. Beaucoup plus subtil. Le texte nomme ça un pragmatisme défensif. L'idée, ce n'est pas de punir l'Amérique, c'est de réduire sa propre vulnérabilité. C'est une stratégie de survie économique en quelque sorte. C'est tout à fait ça. D'accord.
Pragmatisme défensif, je vois l'idée. Mais est-ce que ce n'est pas juste un joli mot pour dire protectionnisme? Est-ce qu'on ne revient pas en arrière, chacun chez soi? Non. Et la nuance est énorme. Le protectionnisme classique, c'est fermer ses frontières. Le pragmatisme défensif, c'est plutôt diversifier ses appuis pour ne pas tomber si l'un de lâche. On ne coupe pas les ponts. Non, l'interdépendance est bien trop profonde pour ça. Mais on s'assure d'avoir des plans B, C et D. Ok. Alors, concrètement, ça donne quoi? Si on est, disons, le ministre de l'économie allemand, on fait quoi? Eh bien, on ne déclare pas une guerre commerciale. Mais on va, par exemple, discrètement subventionner une usine de batterie locale pour ne plus dépendre de la technologie américaine. Ah, je vois. Ou alors, un autre pays va abroger une loi qui, indirectement, favorisait un géant américain du numérique. Un autre va lancer un plan d'investissement pour renforcer son marché intérieur. Pour que ces entreprises dépendent moins de l'export. Voilà, on redécouvre soudain les vertus de ce que l'analyse appelle l'autonomie relative. Le but, ce n'est pas l'autarcie. C'est de s'assurer que la prochaine crise politique à Washington ne mettra pas toute votre économie à genoux. Et si les gouvernements font ça, j'imagine que les entreprises privées, elles, ne restaient pas à attendre en payant les taxes. Elles doivent chercher des plans B partout dans le monde. Évidemment, c'est un casse-tête logistique monstre, mais c'est aussi une opportunité. Et c'est là qu'on passe de la réaction politique à la recomposition économique de fond. Parce que les entreprises ne sont pas des militantes, comme le dit le texte. Si le système américain devient imprévisible, elles agissent. Elles redessinent leur carte d'approvisionnement. Donc ce n'est plus seulement le coût le plus bas qui prime, c'est aussi la gestion du risque. Vous mettez le doigt dessus. Le critère de la stabilité devient aussi important que celui du coût. Et là, la carte du monde se redessine. Et qui en profite? Des régions comme l'Asie du Sud-Est, certains pays d'Europe de l'Est ou encore le Mexique deviennent soudain des alternatives beaucoup plus crédibles. Ce ne sont plus de simples sous-traitants. Non, ils deviennent des maillons essentiels de nouvelles chaînes de valeur qui contournent, au moins en partie, l'écosystème américain. On parle donc bien d'une réorientation stratégique globale. Ces flux économiques qui partent ailleurs, c'est de l'influence qui ne passe plus par les États-Unis. C'est exactement ça. Chaque usine qui s'implante au Vietnam plutôt qu'en Ohio, chaque contrat signé avec une entreprise européenne plutôt qu'américaine, c'est un petit morceau de l'ancien système qui s'érode. Multiplié par des milliers de décisions. Ça crée un nouvel équilibre. Les flux qui passaient quasi mécaniquement par l'Amérique sont désormais captés par ces autres économies. Alors, si on additionne tout ça, les partenaires qui cherchent l'autonomie, les flux qui se détournent, qu'est-ce que ça veut dire pour la position américaine? On parle d'un effondrement? Non, et c'est la grande nuance de l'analyse. Le mot-clé, ce n'est pas effondrement, c'est lente perte d'évidence. Une lente perte d'évidence. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pendant des décennies, la primauté américaine était une évidence. On ne se posait même pas la question. Le standard américain était le standard. C'était l'ordre naturel des choses. Voilà. Et cette époque est en train de se terminer. La capacité de Washington à imposer ses règles n'est plus une évidence. Elle est contestée. Mais qui conteste? Est-ce qu'il y a un nouveau shérif en ville? Un grand rival comme la Chine qui arrive et dit « maintenant c'est moi le chef » ? Et c'est là que l'analyse est la plus fine. Non. La contestation ne vient pas d'un seul bloc cohérent. Le monde ne bascule pas d'un pôle américain à un pôle chinois. Il se fragmente. Il se fragmente. Le texte parle d'une pluralité d'arrangements. Imaginez que l'ancien système était une autoroute unique. Aujourd'hui, on a un réseau de routes départementales, de chemins de traverse. C'est moins unifié, mais ça fonctionne. Et ça offre des alternatives. Exactement. La concurrence n'est plus une rivalité bilatérale. C'est un jeu multilatéral, beaucoup plus fluide. Et dans ce jeu, j'imagine que des acteurs comme la Chine ont une belle carte à jouer. Évidemment, ce mouvement s'inscrit dans une dynamique où la Chine a déjà massivement accru sa part du commerce mondial. Le texte prend l'exemple de l'Asie-Pacifique. Un cas d'école. Oui, là où Washington hésite, pose des conditions, se montre imprévisible, Pékin avance, investit, construit, signe des accords. Le terrain est libre, C'est ça. et l'analyse conclut là-dessus avec une phrase terrible de justesse. Le commerce n'aime pas le vide, et encore moins l'hésitation stratégique. Au final, on se rend compte que les droits de douane n'étaient vraiment que le symptôme. On assiste à un véritable ajustement systémique. C'est le mot juste. Phase d'ajustement systémique. Les architectures économiques construites pendant 70 ans se délitent, et il y a cette idée, peut-être la plus forte de l'analyse. Que rien n'est acquis. Voilà, les avantages compétitifs qu'on croyait éternels se révèlent être
conditionnelle et réversible. L'hégémonie commerciale ne s'effondre pas dans un grand fracas, elle se craquelle silencieusement. Donc si je résume bien, on ne passe pas d'un monde américain à un monde chinois. On passe d'un monde avec un centre de gravité unique à un monde avec plusieurs centres. Un système polycentrique, comme le dit le texte. Les États-Unis ne disparaissent pas, mais ils ne sont plus les seuls à écrire les règles du jeu. Précisément. On passe d'un modèle en étoile, avec les États-Unis au centre, à un modèle en réseau, sans centre unique. La position américaine reste cruciale, mais elle est moins dominante, plus contestée. Ils sont passés du rôle d'architecte à celui de joueur. Un joueur très puissant, certes, mais un joueur parmi d'autres, dans une partie dont il ne maîtrise plus totalement les règles. Ce qu'on vient d'explorer, c'est donc bien plus qu'une crise commerciale. C'est le passage d'un ordre mondial fondé sur un pacte américain clair à un monde beaucoup plus fragmenté, concurrentiel. Et en fin de compte, beaucoup plus imprévisible. Un monde où la suprématie ne se décrète plus, elle se négocie, en permanence. Absolument. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion pour aller un peu au-delà du texte. Oui, si on accepte cette idée d'un système polycentrique, où tout se négocie, alors la grande question devient: quelles sont les nouvelles monnaies d'échange? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans ce nouveau monde? Exactement. Au-delà du simple accès à un marché, est-ce la maîtrise des technologies d'avenir, la fiabilité des chaînes d'approvisionnement, le leadership sur les normes environnementales? Ou tout simplement la stabilité et la prévisibilité? Peut-être bien. Et surtout, dans ce nouveau jeu de poker mondial, qui a aujourd'hui la meilleure main pour offrir ces nouvelles garanties ?